Nous avons vu que les franchissements linéaires que sont les poutres, les arcs, les portiques ou les câbles imposent la mise en place d'éléments de remplissage de toiture ou de plancher. Mais il existe également des franchissements pour lesquels la fonction franchir et le remplissage sont confondus. Il s'agit des franchissements surfaciques et ce cours leur est consacré. Le plus courant est la dalle de plancher. Son principe consiste à multiplier des éléments structurels pour les rendre contigus jusqu'à ce qu'ils forment une surface unie. On constate souvent que l'épaisseur d'une dalle est plus faible que la hauteur d'une poutre. Le matériau de prédilection pour les dalles est le béton armé, ce qui en fait le matériau le plus utilisé pour la construction dans le monde, comme ici pour le Kirchner Museum à Davos des architectes Gigon et Guyer. La dalle que nous venons d'étudier repose sur 2 murs et fonctionne finalement comme une poutre. Dans le bâtiment, il n'est pas rare qu'il y ait de nombreux murs sur lesquels les dalles peuvent reposer. Ces multiples appuis permettent de faire porter les dalles dans 2 directions, de mieux répartir les charges et d'optimiser ainsi les épaisseurs de dalles. Ces dispositions constructives sont classiquement utilisées à l'image des termes de Vals de Peter Zumthor. Les dalles peuvent également être appuyées sur des poteaux. Dans ce cas, l'ensemble des charges convergent au support ponctuel, y faisant apparaître des concentrations de contraintes. Des renforcements locaux doivent alors être prévus soit par épaississement de la dalle, avec éventuellement une optimisation dans les zones moins sollicitées, soit par mise en place de pièces d'appui élargies appelées planchers champignons, comme l'a proposé l'ingénieur Robert Maillard pour son magasin à grains de Altorf en 1912. La problématique des dalles béton est souvent le poids. Comme pour le franchissement linéaire, ici Louis Kahn en 1958 à New Haven, peut procéder à l'évidement de la face inférieure pour en faire ce qu'on appelle un plancher caisson. Même si l'épaisseur reste toutefois importante, le poids global peut être minoré de près de 30%. On notera le confortement nécessaire au droit des appuis puisque les contraintes y sont plus importantes, ou encore l'expressivité architecturale que l'ingénieur Nervi y associe au Palazzo del Lavoro à Turin en 1961, en faisant correspondre le motif du caisson avec les directions privilégiées des forts internes appelés isostatiques. Le matériau béton n'est pas le seul à pouvoir exploiter le principe d'évidement pour créer de grands franchissements tout en étant léger. L'acier s'y prête particulièrement à l'image de la charpente métallique carrée de 50 mètres de côté et de 2 mètres de haut que Mies van der Rohe réalise pour la Neue Nationalgalerie de Berlin en 1968. Ce type de franchissement s'appelle grille bidirectionnelle. Notons que le matériau bois se prête peu à cette expression du fait de la complexité des assemblages. Sur le même modèle, mais plus optimum encore, le choix structurel du treillis permet de réaliser des grilles de très grande portée et compétitives en termes de poids propre. Malheureusement, leur lecture structurelle est complexe du fait du grand nombre de barres assemblées et l'usager peut avoir un sentiment de confusion. Ainsi, ces ouvrages sont souvent réservés aux grands halles industriels pour lesquels la performance de portée est recherchée. Ce franchissement peut prendre plusieurs noms: treillis tridimensionnel, grille treillis à double nappe, structure réticulée ou encore structure spatiale. En jouant sur la continuité entre les éléments franchisseurs et les éléments porteurs, comme l'ont fait les architectes Pei, Cobb & Fried pour le Javits Center à New York, les concepteurs peuvent créer des structures spatiales formant portiques qui augmentent efficacement la rigidité d'ensemble de l'édifice. L'atout ici est l'apport massif de luminosité à l'aide d'un vitrage intégral associé à une volumétrie extérieure cubique extrêmement simple. Une autre façon d'augmenter la capacité portante d'un franchissement surfacique est de générer des plis sur sa surface. Ce concept simple permet une bonne optimisation structurelle, mais ne devient efficace que si 2 points importants sont respectés: bien bloquer les plis en extrémité et bien raidir les arêtes libres. Ce concept singularise cette maison moderne de Louisiane, ou encore plus récemment, la chapelle Saint-Loup en panneaux pleins de bois érigés à Pontapple, en Suisse, où les concepteurs ont assuré les continuités structurelles et esthétiques des plis avec les porteurs, rendant l'édifice à la fois extrêmement élégant et particulièrement efficient. Dans un autre registre formel, nous avons vu qu'une optimisation du franchissement rectiligne utilise la courbe dont l'arc de cercle est l'expression la plus simple. Sa généralisation surfacique se réalise avec la translation de l'arc,
ici sur un parcours rectiligne. La voûte a le même comportement qu'un arc, notamment avec des poussées aux appuis reprises ici, dans la Thomson Arena de Nerviers en 1975, par d'élégants pieds en Y. En 1966, l'architecte Roger Talibert choisit pour sa part d'associer voûte et plis pour optimiser les épaisseurs des voûtes de la piscine de Deauville et enrichir ainsi l'expressivité des simples voûtes cylindriques. Pour augmenter les portées et optimiser encore plus les épaisseurs, il faut faire évoluer la forme en mettant en œuvre des courbures plus complexes que celles des voûtes cylindriques, comme celle de l'aéroport JFK de New York de l'architecte Saarinen. Il s'agit de la famille des coques. À l'image des réalisations en béton de l'ingénieur Heinz Isler en Suisse, il y a des coques quasi sphériques. On dit à double courbure positive ou synclastique, dont la forme est particulièrement choisie pour conduire les efforts extérieurs aux appuis, sans trop solliciter la matière, si bien que les épaisseurs du béton ici ne sont que de quelques centimètres. L'acier est également utilisé pour réaliser les coques synclastiques. La structure y est plus épaisse, mais les barres qui forment la résille sont extrêmement fines. Dans ce cadre du jardin tropical Eden Project en Angleterre de Nicolas Greenshaw, la surface n'est pas continue et les structures spatiales en acier sont recouvertes de coussins gonflables transparents. Il y a également des coques en forme de selle de cheval, on dit à double courbure inverse ou encore anticlastiques, qui opposent leur courbure aux efforts climatiques. La particularité de ce type de coque est qu'elle travaille simultanément en traction dans un sens de courbure et en compression dans l'autre sens de courbure. Cette entraide permet de réaliser des coques extrêmement fines. Parmi ces coques, certaines présentent la particularité géométrique de pouvoir être générées seulement à l'aide de droites. Cette forme particulière s'appelle un paraboloïde hyperbolique ou encore en abrégé PH. Sans en avoir l'air, la coque béton aux formes complexes et d'une extrême finesse du musée océanographique de Valencia, dessinée par l'architecte Santiago Calatrava, exploite ce processus de conception. Une autre catégorie de franchissement exploite le principe du câble simplement suspendu, généralisé à une surface complète. Cette typologie se dénomme toiture suspendue. La contrepartie de ces franchissements extrêmement fins est de générer des efforts très importants en extrémité de câbles. Les supports qui accueillent les toitures doivent alors être dimensionnés en conséquence et être intégrés à l'architecture de l'édifice. À l'image des voiles verticaux du pavillon de Lisbonne d'Alvaro Siza, ou encore des poteaux verticaux épaissis à leur base du Duels Airport de Eno Saarinen. Les toitures suspendues obtiennent leur stabilité sous action climatique par lestage, ce qui les rend par nature opaques. Un autre mode de stabilité consiste à donner des formes à double courbure aux câbles en les croisant de façon orthogonale. Ce type de franchissement s'appelle les réseaux de câbles, dont la spécificité est de ne travailler qu'en traction. Pour ce faire, les formes ne sont pas quelconques et le concepteur doit rechercher une forme dite d'équilibre funiculaire qui permet de faire transiter les efforts exclusivement en traction dans ces éléments. Nous montrons ici la réalisation la plus emblématique qui est celle des 74 000 m² du stade olympique de Munich, réalisée en 1972 par Günther Behnisch et Frei Otto, où le réseau est recouvert de plaques de polycarbonate. Cette technologie a été étendue dans les années 70 aux matériaux continus que sont les textiles et qui assurent plus facilement l'étanchéité tout en étant translucides. Cette famille s'appelle l'architecture textile. Le vocabulaire technologique associé fait référence à la marine avec ses voiles, ses mâts et ses haubans. Enfin, cet exposé serait incomplet si on omettait les franchissements surfaciques à forme quelconque, c'est-à-dire à forme dont le processus de génération ne relève ni de la géométrie simple, ni du seul optimum mécanique. Il ne repose parfois que sur une recherche purement esthétique que les nouveaux outils informatiques autorisent. Ces franchissements s'appellent architecture non standard, structure à forme libre ou encore blob. De nombreux architectes de renom tels Foster, Fuksas, Gehry, Zaha Hadid, Koopman-Blow ou Cook ont expérimenté ce type d'approche et ont laissé des édifices emblématiques dans les paysages de nos villes.